Écoutez, je suis très heureux de me retrouver à Poitiers effectivement, où j'ai commencé ma carrière de magistrat. En réfléchissant, en regardant des dossiers cet après-midi aux archives, je me disais, j'ai commencé mes fonctions à Poitiers en sortant d'école de la magistrature en 1980. Et je me dis donc, il y a presque 40 ans. Et 40 ans, quand j'étais en 80, en fin de compte, c'était le recul par rapport à 1940. Donc quand je regardais cette période, bah, je me dis que j'ai pas mal vieilli, mais ça me permet de... On est tous là, hein, mais ça permet d'avoir le recul suffisant. C'est-à-dire que la pire des choses, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les questions d'histoire et d'histoire de la justice, c'est justement l'énorme risque quand je parle aux jeunes à l'école de la magistrature, à Sciences Po, ou il y a quelques années encore à la fac de Poitiers, c'est la vision qu'on peut avoir sans remise en contexte. C'est-à-dire qu'on peut avoir, à une époque donnée, une vision de 40 ans avant, avoir une forme de jugement moral qui ne correspond pas du tout à ce qu'était l'appréciation de la personne quand on était en situation. Donc toujours, c'est remettre en contexte l'histoire. C'est vraiment une des questions absolument fondamentales. François Mitterrand avait toujours cette formule. Bah, c'est facile, hein, toujours d'écrire, de penser l'histoire une fois que le temps est passé. Hein, quand on connaît la fin de l'histoire, c'est ce qu'il disait. Quand on connaît de la fin de l'histoire, la vision de François Mitterrand d'Algérie en 55, effectivement, n'était pas la même. La vision de François Mitterrand de la France en 1941 n'était pas celle qu'il avait en 1943. Et je pense que la vision de beaucoup de Français, c'est celle-là. Et que donc il faut toujours regarder les moments de l'histoire à des moments différents. Alors pourquoi un juge qui parle de la justice, il faut se méfier, il faut éviter le corporatisme, hein, évidemment. Il n'y a que les historiens qui peuvent parler de la justice. Ben, je ne sais pas, c'est un débat justement croisé. Moi j'ai beaucoup travaillé avec des historiens depuis longtemps. Et j'ai découvert, c'est au début des années 90, en fin de compte, à l'inspection générale, avec le meilleur spécialiste de la justice sous Vichy, qui s'appelle Alain Banco, qui a écrit le meilleur ouvrage en 2002, une justice ordinaire, qui travaillait sur la justice des années 1930 à 1950, et qui a publié dans la collection Gallimard à la NRF l'ouvrage de référence sur Vichy. Après, on a beaucoup écrit. Et pourquoi? Parce qu'on travaillait dans un service de la recherche à l'époque. Moi, j'étais à l'inspection générale. Et tout simplement, j'ai découvert, on parlait toujours que l'inspection générale des services judiciaires, et ici je sais que j'ai un ancien collègue qui est passé aussi à l'inspection générale, qui est dans la salle, on a toujours appris que l'inspection générale de la justice avait été créée en 1964, et moi j'ai découvert en travaillant sur les archives que non, elle avait été créée en 1943. Et elle avait servi à une partie de la répression de certains magistrats. Et qu'à la Libération, l'inspecteur général, c'était Maurice Roland, qui lui a été nommé tout de suite à la Libération, et c'est l'inspecteur général des services judiciaires qui a fait l'épuration dans la magistrature, qui a dirigé l'épuration. Et jusqu'en 1946. Et en 1946, comme on trouvait qu'il avait trop de pouvoir, et puis la guerre froide commençait, etc., il y a toute une autre évolution qui va se passer. On a mis fin à l'inspection générale. Effectivement, on l'a recréée en 1964. Mais alors, dans la mémoire de l'inspection, tout ça fait disparu. Et donc, une des premières choses que j'ai faites en travaillant, c'était d'écrire l'histoire de Maurice Roland, ce grand magistrat résistant, dont je parlerai, qui est un des deux compagnons de la Libération, magistrat. L'autre, c'est à titre posthume, c'est René Parodi, dont je vous parlerai aussi. Voilà, donc... en fin de compte, je me suis aperçu que l'histoire de la justice vue par les magistrats ou par les autres, c'était qu'une histoire tout à fait partielle. Donc l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on progresse tout le temps. Et l'ouverture des archives, bien sûr, est déterminante. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais en cabinet ministériel. Effectivement, j'étais en cabinet ministériel avec Elisabeth Guigou en 97-98, au moment du procès Papon. Donc, c'est à cette époque-là, je crois, avoir pas mal aidé pour ouvrir les archives, notamment celles de la guerre d'Algérie, de la répression d'octobre 61, etc. Tous ces éléments-là. Et les archives sur la guerre d'Algérie, on apprend beaucoup de choses à partir de l'ouverture des archives, comme on va en apprendre beaucoup là sur
sur le Rwanda en 1995 avec l'ouverture des archives, avec les documents déclassifiés. Donc l'histoire est toujours un long apprentissage, et le fait effectivement d'avoir été juge d'instruction pendant plusieurs années, ou travailler sur des dossiers judiciaires en cour d'assises pendant 10 ans à Paris, dans les appels, je pense que ça aide aussi à comprendre un dossier, à voir des choses, etc. Je vous parlerai du dossier du seul magistrat qui n'a pas prêté serment à Vichy, Paul Didier, qui a été révoqué pour cela. Il y en a un seul qui n'a pas prêté serment. Mais je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'était la deuxième fois qu'il refusait de prêter serment. Et je vais vous dire pourquoi, si je m'en souviens tout à l'heure, parce que j'ai l'esprit d'escalier. Alors voilà. Donc, j'ai écrit plusieurs livres sur la justice. Il y a un ouvrage que connaissent bien les professeurs d'histoire du droit. Ça s'appelle Histoire de la justice en France, au PUF. C'est la 5e édition, et l'ouvrage, c'est celui de Jean-Pierre Royer, grand professeur d'histoire du droit, qui m'a demandé en 2010 de faire la 3e édition avec lui, et puis maintenant la 5e édition, 2016, où j'ai écrit toute la période sur 1940 à 2016. Il y a 250 pages sur cette période-là. Donc l'histoire de la justice, c'est une histoire de génération de magistrats. Et pas que des magistrats, il y a aussi des greffiers, les avocats qui jouent un rôle considérable, les notaires, les huissiers, tous les professionnels de justice. On l'oublie un peu trop, mais on le sait. Donc je ne vais pas vous parler, je vous parlerai un petit peu de l'histoire de Poitiers et de la Vienne aussi, par un autre éclairage, mais je laisse Jean-Marie Augustin et d'autres personnes travailler sur ces questions. J'ai travaillé un peu cet après-midi, et quand j'étais professeur associé de le master de pénal, j'avais donné plusieurs mémoires, et j'ai écrit un article notamment avec Michel Massé, professeur ici, sur l'histoire de la prison de la Pierre Levée, et son rôle, toute cette histoire, dans des mélanges, dans un professeur de droit, Geneviève Judy-Chély-Delage, qui a été une grande professeure de droit ici à Poitiers, et aussi des mémoires sur la justice ordinaire sous Vichy et les comités de libération, les cours de justice. La justice et la libération, donc des mémoires. Donc des étudiants sont venus travailler sur les archives à cette époque-là. Mais il y en a d'autres dans l'équipe d'histoire de Frédéric Chauveau qui ont travaillé sur ces questions. Et on échange beaucoup. Et le dernier ouvrage, donc je travaille beaucoup avec l'Association française pour l'histoire de la justice, qui a été fondée par Robert Badinter, dont Pierre Truche était le président, maintenant c'est Denis Salas, et je suis le vice-président de cette association. Et le dernier ouvrage qu'on a publié, que j'ai dirigé, c'est justement celui que vous voyez, Juger sous Vichy, Juger Vichy, avec une préface de Robert Badinter. Je n'ai pas de droit d'auteur, donc je donne le prix. C'est pour l'association, c'est 19 € pour plus de 500 pages, avec des illustrations. Et c'est à la fois un recueil depuis 15 ans d'un certain nombre de textes, une sélection de textes qu'on a écrits en la matière, plus un certain nombre de textes nouveaux, des bibliographies, une iconographie avec des images très originales. Je vous en présenterai certaines qu'on a trouvées dans des fonds d'archives. Donc c'est un peu... on avait écrit en 2002 un ouvrage qui s'appelait La justice des années sombres à la documentation française sur un colloque, dans un colloque, et cet ouvrage est épuisé. Donc on l'a réédité dans une collection qui est une belle collection. Et la photographie que vous voyez, c'est sur l'image, c'est la prestation des serments des magistrats au maréchal Pétain le 2 septembre 1941. Quelques jours après la condamnation à mort prononcée par la Cour d'appel de Paris des 3 communistes par la section spéciale qui était juste créée. Voilà. Donc ce moment, 1941, je vous en parlerai spécifiquement. Donc je vais essayer de revenir, et pour que la conférence soit agréable et suivie d'un débat, j'ai toujours l'habitude d'utiliser beaucoup d'images. Il y a ici beaucoup des amis de l'histoire, des historiens, des amis de l'histoire, donc je vous montrerai beaucoup d'images d'archives, de dossiers de magistrats ou de dossiers judiciaires. Donc, si je prends cette période, j'ai pris justement trois images, parce que la connaissance que l'on a du régime de Vichy, c'est souvent des représentations. Quelles sont les représentations qu'on a de la justice sous Vichy? Il y en a 3. Il y en a 3. Oui, il y a un pointeur, donc on m'a montré comment marche le pointeur. Oh, mais c'est merveilleux. Voilà. Le film de Costa Gavras en 73, pour notre génération, sur l'ouvrage d'Hervé Villeray qui s'appelait L'affaire de la session spéciale, un ouvrage exceptionnel, parce qu'il n'a pas eu accès à l'époque aux archives. Il a travaillé à partir des archives allemandes. J'ai rencontré Hervé Villeray,
c'était son nom, et qui a écrit le film de Costa Gavras, c'est absolument remarquable, avec des tas de grands acteurs exceptionnels. Simplement, il y a une petite erreur à la fin, puisqu'on dit que les magistrats des sections spéciales n'ont quasiment pas été jugés, et avec Alain Banco, on a trouvé les archives du jugement disciplinaire et du jugement pénal des magistrats qui ont siégé dans les sections spéciales. Donc je vous en parlerai. Donc c'est la seule le petit bémol que je mettrai au film sur lequel il n'y a pas eu de sanction, c'est pas vrai. Ces magistrats, 5 d'entre eux sont allés en prison après pour avoir jugé. Ce qui est, le deuxième, c'est la prestation de serment des magistrats. Voici le petit Parisien, la photographie où on voit le premier président de la Cour d'appel de Paris qui prête serment. C'est le 2 septembre 1941. La section spéciale, les 3 condamnations à mort, c'est le 27 août 1941. Et l'exposition Les Juifs et la France, ça c'est la photo des avocats, c'est septembre 1941. Donc vous voyez, le discours du vent mauvais du maréchal Pétain, c'est mai 2001. Donc on est vraiment à cette époque absolument cruciale de l'aggravation de la répression pendant l'été 1941, avec cette loi sur les sessions spéciales, qui est antidatée. Elle est antidatée du 14 août 1941, et c'est le même jour qui est pris, daté du 14 août 1941. L'obligation de serment des magistrats, c'est le 14 août 1941, le même jour de la loi antidatée de la section spéciale. Donc vous voyez que je prendrai ces 3 exemples parce que les représentations sous Vichy, c'est cela. Et puis j'ai trouvé cette photographie. C'est en 1942, Clermont-Ferrand, mars 42. C'est juste presque au moment du procès d'Orion. Vous voyez, c'est assez proche. Et cette photographie, alors je ne suis pas sûr que ce soit un magistrat, c'est peut-être un professeur de droit qui salue le maréchal Pétain. L'éditeur m'a demandé de mettre cette photo en couverture du livre, je n'ai pas voulu la mettre, parce que ça donnait tout de suite une image que la justice était toute soumise. Une grande partie de la justice a été soumise, mais il y a aussi des magistrats résistants, un certain nombre, voilà, comme dans d'autres, des magistrats exclus, des magistrats juifs, etc. Il y a des magistrats qui sont là et qui saluent le maréchal Pétain, mais cette dévotion, c'est cela. Donc j'essaierai d'insister sur ces représentations qu'on a de la justice de Vichy, qui est parfois plus nuancée lorsqu'on la remet en contexte. Alors voilà un petit peu le plan de cette intervention, mais qui permettra aussi des échanges. Ce que je vais essayer de montrer dans un premier temps, c'est que la justice est une longue histoire et qu'on ne peut pas, comme ça, simplement mettre la focale, l'image sur voilà, les juges sous Vichy, sans dire mais qui sont-ils ces juges qui sont sous Vichy, comment ils ont été nommés, quelle est leur histoire, comment ils viennent, puis qu'est-ce qui va se passer après. C'est la justice dans l'État. Donc, quelle est la hiérarchie de cette justice? Qui sont les gens qui sont dans la hiérarchie de la justice en 1940-44 et qui vont l'être? Et puis, voir les évolutions, parce que les magistrats, comme les Français, sont pas les mêmes, réagissent pas de la même façon en 1940, en 1941, 1942, etc. Effectivement, il y a le basculement. On sait, les historiens savent bien l'évolution des vichysso-résistants. On peut être patriote, anti-allemand et être vichiste au début et pétainiste au début. On voit toutes ces évolutions qui sont extrêmement importantes. C'est la même chose dans la magistrature, la même chose. Donc ça va être très différent et on va voir le basculement qui va se passer après, évidemment, le débarquement en Afrique du Nord, après Stalingrad et Koursk, etc., comment la guerre va basculer. Et effectivement, les évolutions vont être extrêmement importantes et on verra, par exemple, un Maurice Papon fin 1943, début 1944, protéger quelques personnes, comme on verra certains procureurs protéger certaines personnes, ne pas poursuivre, fin 1943, début 1944, etc. Les mêmes qui étaient extrêmement répressifs, qui avaient un discours totalement pétainiste en 1941, vont se faire des alliances, des attestations, même ils auront des attestations à la libération pour leur comportement, souvent début 1944, etc. Donc il faut toujours regarder. Je rappelle, je suis allé intervenir à Bordeaux pour les 20 ans du procès Papon. J'ai rappelé comment Maurice Papon, à Bordeaux, mi-44, après la libération de Bordeaux, fin 1944, faisait des attestations pour les magistrats de l'époque qui étaient mis en cause. Voilà.
Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture, faisait des attestations de résistants quasiment ou de non-collaborateurs à des magistrats à la Libération, parce que les préfets ont joué un rôle. Donc tout ça est parfois surréaliste hein, quand on le regarde. Et puis j'essaierai de parler donc de ces questions, le rôle des magistrats et le statut des Juifs, le serment de fidélité à Pétain, les sections spéciales. Je pense qu'on ne peut pas parler de tout, donc je mets l'accent sur quelques points qui sont très éclairants. Puis la résistance judiciaire, est-ce qu'elle existe ou pas? Est-ce qu'il y a des résistants? Oui, je vais expliquer pourquoi. Et puis je terminerai par effectivement, qu'est-ce qui se passe à la Libération? Parce qu'il y a deux épurations en fin de compte. Il y a une épuration administrative par la Commission centrale d'épuration de la magistrature, une épuration pénale, des jugements pénaux qui sont pris, parce qu'il faut relégitimer la magistrature pour qu'elle-même, que les magistrats puissent présider les cours de justice et les cours de justice avec des assesseurs, jurés, etc. Donc voilà un petit peu, à travers beaucoup d'images, j'espère pas vous ennuyer pendant ce temps-là. Donc l'histoire longue, voilà le livre, celui-là au PUF, hein, Histoire de la justice en France, avec toute une partie, et la dernière partie, vous voyez ici, c'est la justice républicaine, et effectivement, avec la République en échec, la justice de l'État français, la parenthèse. Dans la justice, c'est vrai que ce n'était pas la justice républicaine, c'était la justice du maréchal. Alors, deux photographies pour montrer l'héritage politique de la justice, une grande représentation depuis Napoléon. Depuis Napoléon, voilà, vous aurez avec Frédéric Chauveau beaucoup d'images de la justice. On a fait ensemble à Blois, aux entretiens de Blois l'an dernier sur les images de la justice. On a aussi un numéro spécial des cahiers de la justice. Mais vous regardez, en gros, le message est très clair. Hein. Quelle que soit la justice passe, les pouvoirs politiques passent et la justice reste à cirer les bottes des puissants. C'est ça. Napoléon, la Restauration, Napoléon III, et là, à l'Église, voilà, les juges catholiques voilà. Et puis cette image, je pense que c'est pas la peine de la commenter plus. Voilà les représentations. On est dans la justice napoléonienne. Le juge dépend totalement du politique. Je pense que c'est pas entièrement vrai. Il y a des moments extrêmement importants et à des moments absolument cruciaux. Il y a des juges, hein, quand on lit Balzac, il y a quelques juges, il y a des juges d'instruction courageux dans quelques affaires, dans l'affaire Dreyfus aussi. Et puis le fameux arrêt de 1906, c'est le président Ballot-Beaupré, ce débat à la Cour de cassation, en chambre réunie, attendu en dernière analyse que de l'accusation portée contre Dreyfus. Rien ne reste debout, ça a été un débat énorme, puisqu'on a essayé de désavouer la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais la Cour de cassation, en assemblée plénière, a effectivement innocenté Dreyfus sans... Et à l'époque, je trouve que la Cour de cassation avait du style, elle écrivait en termes clairs, voilà... Rien ne reste debout, au moins tout le monde comprend. Mais c'est en train d'évoluer, la réforme de la Cour de cassation, sur sa façon de motiver les décisions. Deuxième image que je vous montre sur... vous en aurez beaucoup de caricatures et autres avec Frédéric Chauveau, mais moi j'aime beaucoup celle-là que je présente toujours à l'école de la magistrature aux jeunes magistrats, pour dire, voyez, ne soyez jamais comme ça. Parce que ça, c'est une magistrature d'hommes, il n'y a pas de femmes, mais il n'y a pas que la magistrature, hein. Les avocats, les huissiers qui sont là sont du même genre. Voilà la vision de justiciable. Cette vision méprisante, et c'est ce qu'on appelle l'entre-soi. L'entre-soi, ça vous donne une vision du justiciable. J'ai rarement une caricature aussi forte que celle-là. Je voulais vous la montrer. Et puis après, oui, c'est toujours représenté les juges par rapport aux politiques dans les dessins de Plantu avec comme une marionnette. Et là, voilà, les années 70, ça sera l'évolution des juges. Je voulais juste vous montrer que c'est assez lent, mais ça avance. Voilà. Donc si on revient, pour resituer Vichy, entre ces deux périodes, entre la justice totalement dépendante et la justice qui s'émancipe, à partir des années 70, l'école de la magistrature, le syndicalisme judiciaire, l'approche collective, et puis petit à petit, hein, c'est... quand même la justice commence à faire ses preuves. Et je vais vous montrer des dossiers de magistrats. Ce sont donc des images de dossiers de magistrats qui sont des magistrats résistants ou des magistrats collaborateurs.
Donc, je ne vais peut-être pas vous dire pour certains, mais en gros, ces personnes dans les années 20, 30, qui sont-ils? Alors, voilà, ça c'est la notice individuelle d'un magistrat, comment ça se présente dans les années, c'est en 1925. Voilà, je ne reviens pas, mais je vais agrandir 2-3 éléments. Voilà, c'est un procureur. C'est un procureur. Je vais lire, voilà, si je peux mettre. Santé bonne, mais c'est un grand blessé de guerre. Il a été amputé d'une jambe. On ne peut pas comprendre. Il sera un haut magistrat sous Vichy. On ne peut pas comprendre la justice sous Vichy si on ne comprend pas que la plupart des magistrats qui ont 20 ans 30 ans de plus étaient dans les tranchées entre 14 et 18, dont celui-là. Toute la hiérarchie judiciaire. Et ils ont tous la Légion d'honneur, ce sont des blessés de guerre, ils étaient avec le maréchal Pétain. Donc si on ne comprend pas ça, on n'a aucune perception de ce qu'était. Donc leur dévotion au maréchal, leur attachement, on leur dit vous êtes mobilisés, c'est le discours que va tenir Barthélemy, le garde des Sceaux, vous êtes mobilisés avec le maréchal, etc. Donc là, c'est la fiche de Gabold, qui sera le garde des Sceaux, le dernier garde des Sceaux de Pétain. Voilà ce magistrat. Grand blessé de guerre, 14-18, mais à mon avis, il symbolise bien, comme d'autres, ce que sera la haute magistrature sous Vichy. Parce qu'ils ont 30 ans de plus, 25 ans de plus, et voilà, ils ont fait la guerre, et ils sont hauts magistrats. Alors, pour être un beau procureur, il y a aussi des procureurs ou anciens procureurs dans la salle, je le sais, rapport avec ses chefs, les autorités, excellent. Donc voilà, pour être un bon procureur, c'est ça. Position de fortune, résultant de son mariage, moyenne, ça c'est pas terrible. Mais habitude sociale, c'est parfait pour un procureur, parfait homme du monde. Ouais, c'était donc le mariage, famille très honorable, antécédent politique républicain. À l'époque, c'était ça dans les années 20-30, voilà. Républicain. La religion, évidemment, catholique, etc. Quand les gens seront juifs, en 40, décret du 3 octobre, ça sera un élément important pour l'exclusion des magistrats juifs comme des autres professions, comme des avocats. Voilà, donc ça c'est un autre magistrat pour vous montrer le rapport dans les années 20-30 au pouvoir politique. C'est-à-dire que pour un magistrat entre dans la magistrature ou ses premières années, il y a un rapport du préfet, et c'est le préfet qui donne. Et le préfet a autorité de fait sur le procureur de la République, qui n'est que le relais du préfet. Et il y a un pouvoir énorme, qui est celui des avocats élus, les avocats députés, les avocats sénateurs. Et ça sera encore pire sous la 4e République, on est sous la République des avocats, ce sont eux qui font et qui défont les carrières. Et donc il va y avoir tout un système. Donc attitude politique correcte, le préfet, voilà, c'est clair pour les magistrats, ils ont un dossier politique quand ils sont recommandés. Alors ils ont un système de recommandation, dans tous les dossiers de magistrats, vous avez un dossier recommandation. C'est un dossier recommandation. Des recommandations politiques, ça n'existe plus depuis 1935 en principe, mais en fin de compte, c'est plutôt les années 70, 80 même. Donc pour la Légion d'honneur, vous voyez ici le maire de Lyon, bien sûr, c'est Édouard Herriot, c'est les ministres de la Défense. Pour la Légion d'honneur, chevalier, etc., on écrit au garde des Sceaux et autres. Alors j'ai pris, ça c'est Bouchardon. Bouchardon, ça sera le juge d'instruction de l'affaire Matahari, Bolo Pacha pendant la guerre de 14, et c'est lui qui sera aussi président de la commission d'instruction à la libération de la Cour de justice de la République. Vous voyez, c'est une continuité, et il a écrit aussi dans un journal vichiste dans les années 41-42. Voilà. Donc je suis partout. Voilà. Et comme c'est une très belle écriture, voilà, c'est au Conseil, pendant le Conseil des ministres, les ministres s'échangent des recommandations sur les nominations des nominations pour un substitut du procureur à Rouen, pour qu'il devienne procureur, ou ça, à Chartres, à Chalon-sur-Marne, à Épernay, à Troyes, à Beauvais ou Laval. Et vous avez là le cabinet du ministre de l'Instruction, la présidence de la République, Gaston Doumergue, vous voyez, qui intervient. Monsieur Bouchardon est très recommandé par le président du Conseil. Monsieur Clémenceau intervient. Et tout ça, c'est pendant le Conseil des ministres qu'il se passe des mots, et tout doit se retrouver dans le dossier recommandation. Donc vous voyez la dépendance des magistrats aux politiques à l'époque. Pour nommer un procureur général Limoges, on n'est pas limogé, mais c'est le substitut chargé des affaires financières, c'est Gabold, toujours celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est chargé des affaires financières à Paris, mais il y a des politiques qui interviennent,
pour qu'il soit nommé procureur général. Quelqu'un, vous imaginez dans les années 30, après l'affaire Stavisky, le parquet financier de Paris, c'est quand même un poste absolument stratégique, donc quels sont ses rapports avec le politique? Donc c'est pour vous montrer ça. Et puis voilà, on arrive à 1940. Donc je voulais juste vous montrer cette dépendance aux politiques à l'époque, pour les recommandations, les médailles, les avancements et autres. Les magistrats, et notamment ceux du parti seulement, sont recrutés et promus en fonction des influences politiques. C'est une longue histoire. Hein. C'est pour ça que l'émancipation a été très longue. C'est plus comme ça. Et il y a un conseil supérieur de la magistrature, il y a tout un tas de choses, mais c'est une longue évolution. Et c'est différent au siège et au parquet, cette distinction que les Français ont du mal à comprendre, mais qui est absolument fondamentale. Et puis ensuite, on a des textes chronologiquement importants. Donc, j'ai juste voulu illustrer, c'est le 13 août 40, l'obligation pour tous les fonctionnaires et magistrats de la déclaration de non-appartenance à la franc-maçonnerie, aux sociétés secrètes, etc. Donc là, j'ai repris Bouchardon. En plus, il a une très belle écriture. Donc, vous voyez, il écrit très bien. Donc, je n'appartiens pas à une des sociétés secrètes. Je prends l'engagement, l'honneur de ne jamais adhérer aux sociétés secrètes, etc. Je vous donnerai ensuite le nombre, les chiffres de magistrats qui ont été exclus et des proportions. Alors après, c'est effectivement dès le 3 octobre 40, le statut des Juifs. Ça, c'est un des documents qui est dans l'ouvrage. Donc c'est le projet de la loi du 3 octobre 40, annoté de la main du maréchal Pétain. C'est le document qui a été retrouvé par Serge Klarsfeld. Et vous voyez que vous avez les magistrats de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, et il a rajouté toutes les assemblées, etc. Plus, il a ajouté aussi les justices de paix. Hein, les juges de paix, il n'était pas prévu. Le statut des juifs applicable, c'est le maréchal Pétain de sa main qui a rajouté cet élément. Et tous agents relevant de ces éléments. Voilà les exclusions. Donc là, c'est Gabold, le procureur, le garde des Sceaux sous Vichy, qui dit n'avoir jamais appartenu à une société secrète de l'article 40 et qui remplit. Voilà ce que les magistrats comme les autres doivent remplir. Est-ce que sont en application de la loi du 3 octobre 40 et du statut complémentaire de juin 41, est-ce que son père appartenait, ou le grand-père, à la race juive, est-il écrit, quelle religion, etc., pour savoir les personnes qui vont être exclues. Voilà les éléments. Et un des exemples, ça, je donne, puisque j'écris après, je fais beaucoup de biographies de magistrats, à partir du dossier de ce magistrat, plus les archives familiales qui m'ont été données par la famille Parodi, qui m'ont été confiées, la famille Lioncan, etc. C'est les lettres écrites. Léon Lioncan est avocat général à la Cour de cassation. C'est un ancien combattant. Il a ses 3 enfants qui sont mobilisés. Un qui est mort dans les premières années, dans les premiers jours de 40, et ses 2 autres enfants vont mourir à la libération, l'un comme FFI, l'autre comme engagé dans l'armée. Il va perdre ses 3 enfants, et c'est lui qui va s'occuper de ses petits-enfants après. Il est avocat général à la Cour de cassation, il est exclu de la Cour de cassation parce que juif. C'est une grande famille de grands juristes, donc ils essayent de faire un recours. Et bien sûr, il y a des dérogations pour les personnes qui ont rendu des services éminents à la France sur le plan intellectuel. Donc, le Conseil d'État peut accepter le recours. Donc, il écrit au maréchal Pétain, il écrit, il ne comprend pas. Je remets entre vos mains, monsieur le maréchal, le sort de cette requête, en vous priant de bien vouloir agréer l'hommage très sincère de mon plus profond dévouement. Il écrit au maréchal. Hein, il a la Légion d'honneur, ancien combattant, etc. Et voilà ce qu'il faut. Juif qui proteste contre la mesure le frappant, ne pas répondre, transmis à la justice. C'est le cabinet du maréchal Pétain, écrit en rouge, etc. Donc vous avez 294 magistrats qui sont exclus dès 1940, soit au titre des sociétés secrètes, ou de l'appartenance à la franc-maçonnerie, mais 77 parce que juifs. Et 9%, en fin de compte, des 3420 magistrats qui exercent, parce qu'à l'époque, vous avez la magistrature en métropole, en Afrique du Nord, c'est le même corps, et puis toute la magistrature coloniale qu'on oublie complètement, qui se passe en Indochine, en Afrique, ce qu'on appelle aussi à l'époque en Martinique, en Guadeloupe, c'est ce qu'on appelle la magistrature coloniale, qui ont un statut un peu différent en la matière. Donc voilà cette exclusion qui est absolument considérable. Il y aura aussi l'exclusion des avocats, qui va être extrêmement importante. J'ai pris
Donc c'est en septembre 41 que vous avez effectivement cette exposition Les Juifs et la France, dont j'ai extrait le panneau qui montre les avocats juifs. Vous voyez qu'il y a la famille Lioncan qui est là. Ça, c'est Henri Torres, le grand avocat qui va réussir à se réfugier aux États-Unis, à partir. C'est un grand avocat d'assises. Et c'est chez lui que ensuite Robert Badinter fera son premier stage, comme Jean-Denis Bredin est allé chez Isorni. Lui, vous voyez, ils sont retrouvés ensemble. Mais c'est chez Henri Torres, son maître, c'est Henri Torres. Pas oublier que Robert Badinter était jeune à l'époque, il était ensuite à Lyon, et il m'a dit, il est allé voir jeune l'exposition Les Juifs et la France. Il est allé voir cette exposition. Je ne sais pas s'il n'en parle pas dans son livre sur sa grand-mère aussi, hein, mais il en a parlé. Vous voyez l'importance. Et effectivement, dans l'ouvrage, on a fait des articles sur les personnalités discutées. On a les résistants. J'ai voulu mettre en évidence quelques magistrats résistants, des magistrats collaborateurs, la zone grise, ceux qui ont continué en sauvant ce qu'ils pouvaient, avec des compromis quotidiens ou pas, et puis des personnalités discutées, dont pour les avocats le bâtonnier Charpentier, qui était le bâtonnier de Paris, qui a fait partie du comité de résistance judiciaire, qui a tenu tous les discours à la Libération en 1944, mais qui en 1940 et 1941 soutient, c'est une revendication du barreau de Paris, l'exclusion des Juifs du barreau. Et donc, qui va soutenir avec d'autres le décret du 16 juillet 1941 qui dit qu'il ne peut pas y avoir plus de 2% des Juifs au barreau. 2%. Parce qu'ils protestent contre tous ces avocats qui parlent à peine français, qui sont venus d'Europe de l'Est, qui sont au barreau de Paris, qui sont là, etc. Et donc l'antisémitisme ordinaire qui est là, etc. Lisez le meilleur ouvrage sur Vichy et la justice, ce sont les mémoires de Maurice Garçon qui ont été réédités en version de poche. En fait, quand c'est son journal de Maurice Garçon, qui se porte sur des dizaines d'années, et la période 1940-45 est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà cette période qu'il faut voir. Il y aura au barreau de Paris simplement 214 avocats juifs qui sont exclus, et 95, c'est le livre de Robert Badinter, qui existe aussi, un antisémitisme ordinaire, qui a été réédité en petite collection de poche, qui est absolument remarquable, Vichy et les avocats juifs. La conférence où il avait annoncé ça à la Cour d'appel de Paris était absolument extraordinaire. 95, anciens combattants ou grands blessés de guerre ou autres, ont été réintégrés, ont pu rester au barreau. Donc va se poser tout un tas de questions, dont le port de l'étoile jaune, etc., pour ceux qui restent, notamment au barreau de Paris. Donc c'est vraiment un débat absolument considérable. Et cette exclusion de tous les magistrats juifs, les avocats juifs en 1940, aucune protestation collective, aucune protestation des collègues. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé des témoignages, etc. Il y a eu des mots personnels. J'essaye actuellement de retrouver, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont dans leurs archives familiales des avocats ou des dossiers de magistrats ou de magistrats exclus parce que francs-maçons, parce que juifs. Et je leur demande, et certains, j'ai retrouvé certains, ils disent, mais on a reçu une lettre, un mot d'un premier président, un mot compassionnel sur l'exclusion, etc., mais aucune protestation collective. À la Cour de cassation, les magistrats, on a fait un livre collectif sur les 70 ans de Nuremberg, où j'ai parlé des magistrats juifs exclus, dont Robert Falco, qui sera à la Cour de cassation et qui sera le juge suppléant au procès de Nuremberg, le juge suppléant de Denis de Vabre. Et j'ai rendu hommage à sa mémoire, et j'ai parlé à ce moment-là des magistrats juifs exclus de la Cour de cassation. Ça n'avait jamais été fait. Jamais on avait parlé des magistrats exclus. Et je pense que c'est important, le simple fait de dire leur nom, de dire pourquoi, etc. Et justement, en 1940, quand ces magistrats sont exclus, pas un mot. Au même moment, le 19 novembre 1940, à Bruxelles, le bâtonnier de l'Ordre des avocats et le premier président de la Cour de cassation, Gesch, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Brafort, adresse une protestation publique au général von Volkhausen, qui est commandant des chefs de l'administration allemande. Donc le bâtonnier
et le président de la Cour de cassation. Voilà ce qu'ils disent. Les ordonnances du 28 octobre 1940 concernant le statut des Juifs en Belgique ont profondément ému le monde judiciaire. Les ordonnances sont l'application en Belgique de mesures en opposition avec les principes de notre droit constitutionnel et de nos lois. Il n'apparaît pas que dans l'administration de la justice, la présence d'Israélites ait été de nature à troubler l'ordre et la vie publique. L'ordonnance, en excluant les magistrats juifs de la magistrature, est en opposition avec les articles 6, 8 et 14 de la Constitution. Quant aux avocats, ils ne peuvent être rayés du tableau que de leur ordre, que par voie disciplinaire. Donc à l'époque, les chefs protestaient publiquement contre les mesures qui frappaient leurs collègues juifs. En France, aucune protestation du barreau, aucune protestation collective de la magistrature. Donc ça veut dire que c'est possible, que c'était possible. Et ça, c'est parce que le corps de la magistrature était un corps assez individualiste, où on garde les choses entre soi. Il y a eu beaucoup de messages personnels, des compassions, même certains avocats qui embauchaient leurs collègues juifs exclus pour travailler aux écritures et les rémunérer. Donc il y a eu des aides. J'ai fait aussi la biographie de Raymond Lindon, qui a été un grand magistrat, celui qui a requis à la Libération contre les magistrats de la section spéciale, qui a requis dans des grands procès de collaboration, qui était un grand avocat général, qui est le grand-père de Vincent Lindon d'ailleurs, et le père de l'éditeur Jérôme Lindon, qui était avocat et qui a été intégré dans la magistrature pour requérir contre les magistrats. Un peu, c'était ça, un grand spécialiste. Eh bien, il était avocat juif, il était exclu du barreau. Il s'est réfugié à Nice, et il a demandé, comme c'était en zone non occupée, en zone nono, et à Nice, à préoccupation italienne, donc les Juifs n'étaient pas poursuivis comme au temps des Allemands. Le bâtonnier de Nice l'a inscrit au barreau de Nice. Et il a dit, j'ai été exclu parce que juif du barreau de Paris, et le bâtonnier de Nice, l'ordre des avocats de Nice, l'a réinscrit au barreau. Donc vous voyez qu'il y a des différences tout à fait importantes dans l'approche. Donc la remise en contexte permet de revenir sur ce point. J'insiste, l'image qui est là, effectivement, c'est le 27 août 1941, la prestation de serment au maréchal Pétain de fidélité, je juge fidélité à la personne du chef de l'État. Et donc, il va y avoir effectivement, juste après le 27, c'était quelques jours après, la condamnation à mort par des magistrats sur ordre de 3 communistes condamnés à mort, immédiatement exécutés. On pourra revenir sur cette affaire après la mort, l'exécution par celui qui sera le colonel Fabien, donc d'un officier allemand. Donc celui qui est le garde des Sceaux à l'époque, c'est Maurice Gabold, qui sera le garde des Sceaux en mars 1943. C'est lui qui était procureur de Paris en août 1941, maréchaliste. Et c'est Maurice Gabold qui, de sa main, voilà le document, qui, de sa main, écrit, et comme c'est dans le film, mais c'est Alain Banco, avec qui je travaille beaucoup, qui a retrouvé l'original dans un dossier. Ça, c'est la copie d'une pièce originale de l'article 10 qui instaure la rétroactivité de la loi pénale en la matière, qui permet de condamner à mort des communistes ou des personnes qui ont simplement détenu un tract communiste en 1940, qui ont été condamnés à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris, avant la loi, qui ont fait appel, parce que c'est fort. Ce dossier est en appel. Entre-temps, la loi antidatée du 22, suite à l'assassinat de l'adjudant Moser par le colonel Fabien, la loi est antidatée. On choisit des dossiers qui sont là pour choisir des personnes qui encourent la peine de mort sans appel, exécution immédiate. J'ai trouvé 10 raisons qui seraient que tout juriste aujourd'hui annulerait ça. Et les magistrats, sans avoir lu le texte, parce qu'il était publié au journal officiel, il ne l'avait même pas, vont condamner à mort 3 personnes. Alors je vous mets quand même, pour resituer, j'ai trouvé sur le site de la BNF, pour vous montrer l'importance, 25 août. Vous voyez, c'est Pucheux qui a voulu ce texte sur la session spéciale. Les tribunaux spéciaux, vous voyez, on est le 25 août, il faut voter une loi. Elle est datée du 14 août. Vous voyez, donc, c'est une loi antidatée à l'évidence. Elle n'était pas rédigée, puisqu'ils disent, voilà la procédure spéciale. Les jugements sont sans appel et exécutoires immédiatement.
Et donc une section spéciale, 26 août, va juger les crimes communistes. La première audience se tiendra mercredi. On va juger les crimes communistes le 26. Et là, voilà, aujourd'hui, la première affaire est là. Vous voyez, j'ai laissé des éléments. Pierre Pucheux, qui est là, Diano Prétos tombe aux mains des Alliés. Voilà les éléments. Et c'est l'attentat contre Pierre Laval. J'avais personnellement pas fait le rapprochement que c'est la même époque qu'il y a une tentative de meurtre. Pierre Laval n'est pas là. Il a été... il y a eu un petit complot pour l'extraire en décembre 1940. Et vous voyez, en même temps, on publie les listes des dignitaires de la franc-maçonnerie. On est le 28 août 41, il y a juste... Et voilà, le 29 août, donc la condamnation date juste avant, condamnés à mort, sont immédiatement exécutés. Ce qui est, vous voyez, pour propos tenus contre le maréchal, un juif ancien avocat est arrêté. Voilà l'ambiance de l'époque. Et et les travaux forcés pour 6 autres accusés, effectivement, il y a une délibération. Et le Juif et la France va s'ouvrir l'exposition. Vous voyez, la concentration sur 8 jours de ce qui se passe. Et c'est juste après, le 2 septembre, que les magistrats prêtent serment. Parce que les magistrats qui ont été dans la section spéciale, je peux y revenir longuement, mais j'en ai pour 1 heure sur l'affaire de la section spéciale, c'est les magistrats qui ont été réquisitionnés pendant les vacances, parce que vous savez que pendant le mois d'août, ça existe un peu moins maintenant avec les permanences, mais c'est les vacances judiciaires. Donc on a pris les magistrats qui étaient là au Palais de justice de Paris. On a réquisitionné des personnes qui étaient là en plein mois d'août, fin août, alors que l'audience, la rentrée, c'était que le 2 septembre. Et là, il y a la prestation de serment devant le garde des Sceaux. Juste après. Et un seul, voilà, et c'est la prestation de serment, c'est le premier président de la Cour d'appel dans la première chambre de la Cour d'appel. Et lors de ce serment, de cette prestation de serment, Barthélemy vient et il dit « J'ai tenu à venir vous voir comme représentant de l'illustre chef d'État dont la présence à notre fête est la dernière preuve que la Providence ne nous a pas abandonnés. » Voilà, c'était ça. Et M. Villette, qui est le premier président de la Cour, c'est avec ferveur que nous allons prendre devant vous cet engagement solennel de prêter serment et autres. Voilà. Et devant celui qui, un quart de siècle, a fait si noblement aux heures sombres de la défaite le don de sa personne pour sauver la France, etc. Voilà. Il fut le premier, ensuite M. Cavaroc, le procureur général et autres. Et au tribunal de la Seine, un petit incident. Au moment où il y a un incident, M. Paul Didier, qui avait été décoré en 1936 sous le ministre Blum, donc c'est dit, refuse de prêter serment de fidélité. Par ce refus, M. Didier se trouve rayé de la magistrature. Un magistrat refuse de prêter serment, le seul. Et il y a toute une discussion sur ce point-là. Je vais y revenir. Et ça, c'est la photographie qui est mise juste après. J'ai trouvé cette photographie dans la salle. Ça se passait encore il y a quelques années pour les magistrats qui sont dans la salle. Juste après, en chambre du Conseil, après la prestation de serment, toutes les autorités qui sont là viennent saluer l'ensemble des magistrats. Donc là, c'est le ministre, que Garçon appelle le gros Barthélemy, professeur de droit. À sa droite, c'est Caous, le procureur général de la Cour de cassation. C'est celui qui présidera le procès de Riom, qui deviendra procureur général, etc. Et puis là, c'est Cavaroc, le procureur général de la Cour d'appel de Paris. Et c'est à ce moment-là que le garde des Sceaux va dire à tous les magistrats qu'il faut être plus répressif, etc., va leur tenir un discours absolument extrêmement dur. Et pourquoi... Et toujours on se bloque, et les auditeurs de justice ont donné leur nom à une promotion Paul Didier. J'étais d'accord, ça ne me gêne pas. Mais tous les magistrats résistants ont prêté serment. Et donc, ne rester que sur l'idée d'une personne qui refuse de prêter serment, c'est bien, comme dit Maurice Garçon, il y en a eu au moins un, c'est important, mais les magistrats ont prêté serment. Casamayor, le plus célèbre des magistrats, qui s'oppose, qui est lui aussi qui sera résistant, ancien combattant, aviateur, homme indépendant, il a prêté serment. Donc voilà, Maurice Garçon explique que il y en a un qui a refusé, et tout de suite après... Voici le rapport qui est fait. Tout de suite, il a été arrêté. Il a été conduit au camp de Châteaubriand, Paul Didier, avec effectivement Guy Moquet et les autres qui étaient communistes. Mais lui, il a pu s'en sortir. Il a été libéré. Les communistes ont été fusillés au Mont-Valérien. Mais Paul Didier a pu s'en sortir. Il est resté dans le sud de la France. Et là,
Il a été nommé directeur des services judiciaires à la Libération, mais comme on ne l'a pas trouvé, il était nommé quelqu'un d'autre, il est arrivé après. On le retrouvera dans les années 50-60, président de la Chambre d'instruction de Paris. C'est lui qui présidera la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Et pour ceux qui connaissent la guerre froide et autres, au procès de Jacques Duclos, les frères des Pigeons, eh bien, c'est lui qui présidera. Il aura même une bombe sur son appartement devant chez lui, Paul Didier, qui sera un magistrat extrêmement courageux. Mais Casamayor va expliquer que les magistrats résistants ont prêté serment pour ne pas être découverts. Et si je pourrais vous montrer, j'ai trouvé aux archives de Paris il y a un mois, non, c'était pendant les vacances, donc à Noël, les archives d'un magistrat résistant qui explique qu'il s'était mis d'accord pour dire ça ne nous engage pas, on va prêter serment pour ne pas être découvert. Sinon, c'est une façon justement de nous faire sortir du bois. Et ils ont été très étonnés que Paul Didier, le seul, il a surpris tout le monde. Et j'ai trouvé dans les archives qu'en fin de compte, et ça, je l'ai écrit dans un article, que c'était la deuxième fois que Paul Didier refusait de prêter serment. En 1919, quand il est démobilisé, il est militaire, et il revient pour être substitut dans un tribunal, je crois que c'est Albi, un petit tribunal. Et c'est un caractère, Paul Didier. On veut lui faire prêter serment, mais il n'a pas son ordre de démobilisation. Donc il écrit une lettre à son procureur, il dit « Non, je ne prêterai pas serment tant que je ne serai pas démobilisé, parce qu'on est magistrat ou on est militaire. Et donc tant que j'ai le statut de militaire, je ne prêterai pas serment de magistrat. » C'était quelqu'un de carré. Et c'est la deuxième fois. Et en fin de compte, Paul Didier, c'est lui qui va diriger à la direction des affaires civiles le bureau des naturalisations. Et vous savez qu'il y a une énorme campagne de naturalisation depuis 1927. Il y aura les lois sur la dénaturalisation de Vichy. Et en 1940, on va le vider de la chancellerie. Il va être nommé juge au tribunal de la Seine. Il va estimer que c'est à l'époque, un chef de bureau de la chancellerie est nommé au moins vice-président. Il a un poste important. Il n'est pas simple juge, même au tribunal de la Seine. Il va très mal le prendre. C'est un caractère, cet homme. Et il va refuser de prêter serment, mais c'est très bien. Dans les magistrats résistants, j'insiste sur deux personnes. René Parodi, qui était le père d'un grand président du tribunal de Poitiers, Claude Parodi, c'était son fils, qui a été magistrat, qui a été le premier président à titre provisoire du syndicat de la magistrature. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si le président jeune magistrat, le syndicat de la magistrature l'a nommé. C'est parce que c'était le fils du grand résistant René Parodi. Il est mort sous la torture de la Gestapo à Fresnes en 1942. Et il était dans la même chambre du tribunal correctionnel de Paris que Maurice Roland, qui était aussi substitut. Ils étaient ensemble. Maurice Roland, lui aussi, sera grand résistant. Il va prendre la fuite juste après l'arrestation de René Parodi. Il a une histoire absolument extraordinaire, puisqu'il a un pied beau, il va tenter de partir avec un sous-marin à Toulon pour rejoindre l'Algérie. Il va être il y a les Allemands qui le cherchent, etc. Il va perdre sa prothèse, etc. Il va réussir quand même à remonter sur Paris par un véritable miracle. Il va repartir à Londres plus tard, en fin 43, et en 44, il va faire dans le livre, je le cite, mais il va faire un merveilleux appel aux magistrats résistants. Résistez, ne trahissez pas vos camarades, etc. Il va faire un superbe appel à Radio Londres. Et c'est lui ensuite qui sera nommé à la Libération inspecteur général de la magistrature et qui, sous de Menthon, va diriger l'épuration de la magistrature. Et j'ai notamment trouvé son rapport sur la cour d'appel de Poitiers quand il vient en octobre 44, etc. Je n'ai pas le temps de vous le présenter. C'est le seul compagnon de la Libération, et avec René Parodi, qui est compagnon de la Libération à titre posthume dans les magistrats. Donc voilà, ça c'est les jeunes magistrats qui ont donné le nom de Paul Didier en 97. Évidemment, c'était le procès Papon à Bordeaux, donc l'école de la magistrature a donné son nom. Et j'ai écrit un article pour dire c'est bien, mais il a battu René Parodi de quelques voix. J'ai écrit un article et quelques promotions après, l'école de la magistrature, les auditeurs ont donné le nom de René Parodi à une promotion. Heureusement, vous voyez. Mais il a fallu attendre 2014 pour cela. J'ai le nom, quand je fais mes conférences à l'école de la magistrature, je leur dis il n'y a encore pas de promotion qui a donné le nom de Maurice Roland, mais j'y arriverai. Voilà, c'est sûr. Et c'est Maurice Gabold, collaborateur, qui est procureur de la Seine, qui fait le rapport sur le rapport du médecin, etc., sur la mort de René Parodi. Hein. Parce que René Parodi était allé voir à l'audience, il était prévenu que les Allemands veulent aller chez lui. Il va voir son procureur
pour lui dire « je suis là ». Et Gabold, procureur de la République, lui dit « un magistrat ne peut pas fuir ». Donc il rentre chez lui, il prévient sa femme, etc. Et les Allemands vont l'arrêter chez lui, il va mourir sous la torture à Fresnes. Maurice Gabold, son destin, il partira, il sera condamné à mort à contumace, par contumace. Il partira avec le maréchal Pétain à Sierre-Marignane et il terminera sa vie dans l'Espagne de Franco. Voilà. Donc il mourra en Espagne avec une condamnation à mort. La résistance des avocats, qui a été importante aussi, un grand avocat, celui qui a dirigé ce qu'on appelait le Front National Judiciaire. Je me suis toujours étonné que le Front National prenne ce nom à l'époque. Le mouvement de libération des résistants, c'était le Front National Judiciaire, c'était le mouvement proche, c'était le Parti communiste. Et donc se réapproprier ça, c'est quand même un problème, je trouve. Et Joë Normand, qui était jeune avocat communiste juif, exclu, c'est lui qui a dirigé la résidence judiciaire. Il est mort à près de 100 ans. On a rendu hommage à la Cour de cassation à Joë Normand, qui est un grand résistant, qui a été partie civile et que j'ai eu le plaisir de voir encore rencontrer dans le procès Papon. Il est allé plaider lors du procès Papon, c'était très très important pour lui. Un autre très important, c'est son cousin Léon Paul Maurice Norman, qui faisait partie du réseau, je crois, du musée de l'homme, il me semble. Voilà l'extrait de sa lettre qu'il écrit avant d'être fusillé au Mont-Valérien. Monsieur le bâtonnier, mon avocat me dit à l'instant que vous avez bien voulu faire une démarche en ma faveur. Je me permets de vous en remercier profondément. Je dois cependant mourir. Je dois cependant mourir. Je voudrais que vous sachiez qu'en ce moment, comme dans tous ceux qui ont précédé, je tâche d'être digne de votre robe, de notre robe, dont le port a été pour moi un grand honneur. Voilà le dernier mot écrit par Léon Maurice Normand. Je ne reviens pas sur le procès de Riom, 40. Voilà, Caous, que vous avez vu à côté de Barthélemy, c'est lui, dans la robe que nous portons, les présidents et les présidents de chambre de la Cour de cassation. J'ai essayé de changer cela, voilà, mais je n'ai pas réussi. On peut faire plus simple. Voilà. Avec la justice où Pétain, devant le procès de Riom qui est gagné par Blum et ses avocats et Daladier, les avocats extrêmement talentueux qui vont gagner devant l'opinion, donc il décide, il fait un comité dont, comment il s'appelle, le professeur fait partie, le professeur de Martin, dites-moi, de Poitiers, Olivier Martin fait partie, le comité le comité consultatif du maréchal Pétain, il en fait partie, voilà, et décide effectivement, leur donne leur condamnation à perpétuité en enceinte fortifiée, ce qui fait que la cour de Riom, quand elle statuera, ne peut que condamner à plus, à peine de mort ou rien. Et le procès, en fin de compte, comme Hitler veut que ce soit le procès du déclenchement de la guerre et que les magistrats le feront pas, c'est Hitler qui fera arrêter le procès en avril 42. Donc voilà, je ne reviens pas là-dessus. Et voilà cette photo. Donc je vais peut-être, pour ne pas être trop long, pour permettre d'ouvrir à la discussion, parler maintenant plutôt de la libération, de ce qui se passe à la libération. À l'époque, j'ai parlé de la justice de la section spéciale, des serments, de l'exclusion des juifs, etc. Je n'ai pas parlé de la justice ordinaire, parce qu'il y a beaucoup de nuances sur la justice ordinaire, mais ça prendrait beaucoup de temps. J'ai fait faire un mémoire sur la justice ordinaire dans le département de la Vienne, toutes les infractions économiques, ce que va faire la justice, ce que font les sections spéciales aussi, comme celle de Poitiers. J'ai regardé encore le registre de la section spéciale de Poitiers. Il y a des sections spéciales qui vont très peu condamner. Il n'y a pas de condamnation à mort à Poitiers. Il y a une condamnation à perpétuité, c'est une condamnation par contumace. J'ai calculé le nombre de peines. Il y a 16 peines à plus de 5 ans, mais même pas 16 peines de 5 ans et 4 ou 5, dont une à perpétuité à contumace, et les autres, c'est des peines de 15-20 ans. Et il y a 20 acquittements sur 80.
Vous m'entendez comme ça? J'en étais où? Ça m'a un peu perturbé. Il faut que je retrouve mes batteries. Je parlais de quoi? À Poitiers, voilà, par la section spéciale de Poitiers. Ce qui fait qu'à la Libération, on va juger les juges de la section spéciale de Paris, celle de Douai, celle de Nîmes, celles qui ont prononcé des condamnations à mort, etc., mais que les réalités vont être extrêmement différentes selon les départements. Le président de la section spéciale de Grenoble, par exemple, va devenir le président de la Cour de justice parce qu'il a l'appui, il était résistant en même temps, il n'a prononcé aucune condamnation importante, etc. Et en même temps, il travaillait avec les résistants. Vous voyez, et puis en plus, comme il y a un poids énorme du Parti communiste dans certains lieux, c'est lui qui va diriger un peu les comités de libération, les jurés, c'est lui qui va composer les 4 jurés qui seront là, etc. Donc, voilà les textes. Vous allez avoir 2 choses pour les magistrats et pour les juridictions. Pour les magistrats, pour les avocats, il va y avoir très peu d'épuration chez les avocats, ceux qui ont un rôle politique sans doute, pas les autres. Chez les magistrats, il va y avoir, comme pour tous les fonctionnaires, 2 épurations. L'épuration administrative, vous m'entendez là parce que j'ai un écho dans les oreilles, bon, l'épuration administrative et les juridictions pénales. Donc l'épuration administrative, sachant que, comme sous Vichy, l'inamovibilité des juges est levée à la Libération. Donc on se débarrasse d'un certain nombre de juges. Il y aura près de 9 à 10% des juges qui vont être épurés, comme en 1940 à la Libération. Donc il va y avoir tout de suite la période où c'est le commissaire de la République, plus les tribunaux militaires qui vont prendre, c'est pas l'épuration sauvage, on n'aime pas ce terme, mais de fait, ça va être ça. Il va y avoir des exécutions sommaires, dont 2 présidents de section spéciale qui vont être exécutés. Et puis ensuite, on organise, à partir du 27 juin 1944, on organise l'épuration. Donc il va y avoir l'épuration administrative, et puis donc il va y avoir une commission centrale d'épuration de la magistrature. Voilà. Donc, il va y avoir 2 débats, un débat local et un débat au niveau national. Donc, il y a un rôle moteur des comités de libération, le rôle du Parti communiste dans chaque département. Et puis, vous avez au niveau national François de Menthon, avant qu'il n'aille au procès de Nuremberg, Maurice Roland, le chef de l'inspection générale des services judiciaires. Donc, on va nettoyer l'administration centrale et toute la haute hiérarchie. Maurice Patin, qui va jouer un rôle important, qui va être directeur des affaires criminelles, qui va être celui dont le général de Gaulle, ça sera le seul magistrat, il viendra à ses obsèques et dira « mon ami Maurice Patin ». Pourquoi? Parce que Maurice Patin, c'est lui qui, quasiment 2-3 fois par semaine, en tant que directeur des affaires criminelles, va aller à la résidence du général de Gaulle le soir, après dîner, vers 21h, 22h, pour lui soumettre les dossiers de grâce, jusqu'à 11h, minuit. Et là, le général de Gaulle va voir les dossiers de grâce et va prendre des décisions de gracier ou pas. Donc il va y avoir des contestations des comités locaux sur les grâces prononcées par le général de Gaulle. Il y a même des personnes qui vont être sorties des prisons exécutées alors qu'ils sont graciés. Donc il va y avoir un moment. Et puis, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que de Gaulle, qui a besoin de restaurer l'État, déjà, qui a évité l'administration par les Américains, pour l'État français, c'est pour ça explique Papon et les autres. Il a besoin d'une administration, il a besoin d'une justice. Donc, pour avoir une justice, il faut juger le procès spectaculaire, les juges des sections spéciales, on va les juger tout de suite. Il va y avoir un grand procès 6-8 juin 1945. On va épurer la magistrature et ceux qui ne sont pas épurés, ils vont présider et restaurer la justice. Et donc, les cours de justice de la République vont être présidés par des magistrats le plus tôt possible, à partir d'octobre 1944 jusqu'en juin 1945, pour ramener la légalité républicaine. Donc voilà l'équilibre sur lequel on peut revenir. Donc, suspension immédiate de tous les hiérarques, ceux que vous avez vus, Caous, celui qui a présidé le procès de Riom, le premier président de la Cour d'appel de Paris, le procureur général, les autres, les directeurs d'administration centrale, tous sont immédiatement exclus, 24 août 1944, déjà par ceux, Vassar et les autres, ceux qui ont pris la chancellerie d'assaut. Je pourrais vous raconter l'histoire, comment ils ont pris la chancellerie d'assaut à côté du Ritz
le 26 avril 1944. Les Allemands étaient encore au Ritz, etc. Et avec Joët Normand en fait partie. Donc voilà la liste de tous les collaborateurs, secrétaires généraux, etc. Ils sont tous révoqués et les magistrats résistants qui étaient là prennent les postes. Ils prennent les postes de responsabilité. Et tout de suite, ils nomment les autres personnes. Donc vous voyez ici Paul Didier, qui est nommé directeur des affaires criminelles. Paul Didier, directeur du personnel et de la comptabilité, mais il est dans le sud-ouest de la France, il ne l'apprend pas, donc il n'y a personne, on nommera quelqu'un d'autre, et il arrivera trop tard voilà, à Paris. À l'époque, je rappelle que quand même, on circule en vélo, etc. Et dans Paris, l'hiver va être absolument terrible. Donc il y a une épuration administrative, et le président de la commission d'épuration, c'est Mornay. Mornay, c'est le procureur général qui a requis contre Pétain, contre Laval, dont je parlerai, fait partie de cette commission Joët Normand. Et il y a des recours. Donc il va devant le Conseil d'État. Donc des magistrats vont être suspendus provisoirement, tout de suite, suspendus, révoqués, etc. Mais ils vont faire des recours devant le Conseil d'État qu'ils vont gagner quelques années plus tard. Et ils seront réintégrés dans la magistrature. Donc voilà les dossiers qui sont jugés. Il y a eu quand même 441 dossiers de magistrats à la Libération. 277 sanctions, 169 exclus. Voilà, en gros, c'est des révocations d'office, etc. Donc, en gros, plus de 300 magistrats qui sont sanctionnés, ça fait à peu près 10% du corps. Au Conseil d'État, c'est 20%. Pourquoi ? Parce qu'au Conseil d'État, il n'y a jamais eu autant de membres du Conseil d'État dans les cabinets ministériels que sous Vichy. Comme il n'y avait pas de Parlement, c'est le rêve. Les membres du Conseil d'État sont à la fois législateurs, juges, etc. Ils ont absolument tous les pouvoirs. Voilà. Donc voilà les décisions. Ça, c'est les magistrats de la section spéciale de la Cour d'appel de Paris qui sont immédiatement, je pourrais vous remettre ce document, je ne vais pas être trop long, immédiatement suspendus. Voilà. Donc le résultat, ensuite les juridictions pénales de l'épuration, les voilà. Vous avez la Haute Cour de justice qui juge les responsables politiques. Donc ces 3 magistrats, 24, vous vous souvenez tous du procès Pétain. Laval, ça n'a pas été un procès, le procès Laval, c'est absolument un scandale. La façon dont il était jugé, le président Mongibaud qui a présidé ne travaillait pas. Lyon-Caen a été proposé pour présider le procès d'épuration. Et on a dit qui sera le président, parce que c'était le premier président de la Cour de cassation qui allait présider les projets. Donc Lyon-Caen, le magistrat juif exclu, m'ont dit est-ce qu'il faut un juif qui préside le procès de... On n'était pas sur la notion de juge impartial et lui-même n'était pas très chaud pour présider. C'est un magistrat absolument remarquable. Donc Mongibaud a présidé. C'est Mornay qui a requis. Mongibaud était quelqu'un qui ne travaillait pas. Voilà. Donc c'est le procès Laval, c'est absolument un scandale en la matière. Les cours de justice de la République. Donc c'est toujours l'article 75, c'est trahison, l'article du Code pénal, celui dont Céline parle, le fameux article 75, intelligence avec l'ennemi, c'est la trahison du Code pénal. Pour ne pas être rétroactif, on prend une qualification qui existe à l'époque. C'est un président et 4 jurés qui sont des personnalités de la résistance ou agréés par la résistance. Et c'est pour la première fois où les femmes sont dans la justice. Donc les premières femmes... Et des grands avocats qui vont être à la Libération, ben dites donc, maintenant qu'on a des femmes dans la justice, elles sont très répressives, effectivement. La plupart, ce sont des femmes résistantes, ou des femmes de prisonniers de guerre, ou des femmes dont le mari a été arrêté. Elles n'ont aucune raison d'être indulgentes avec les collaborateurs. Donc les femmes sont extrêmement sévères. La condition, c'est de n'avoir pas cessé de faire preuve de sentiments nationaux à l'époque. Et puis vous avez les chambres civiques sur la dégradation nationale. Et vous avez des magistrats qui vont être condamnés pénalement. Donc il y en a 33 qui sont condamnés pénalement à la Libération, 5 à la peine de mort, mais il y en a 2 par contumace, dont Gabold. Vous avez dont des présidents de section spéciale, 4 aux travaux forcés, dont le président, 13 à des peines d'emprisonnement ferme, 11 à la dégradation nationale. Et vous en avez qui ont été exécutés sous Vichy. Il y a 3 personnes qui ont été exécutées sous la Résistance, par la Résistance, qui étaient dans les sections spéciales, et 2 à la Libération. Donc, les magistrats de la section spéciale qui sont là ont été jugés du 6 au 8 juin 1945. Je n'ai pas le temps de vous parler évidemment du procès. Un magistrat, celui qui n'a, dit-il dans le livre, qui n'a pas voté les peines de mort, dans les procès-verbaux de la commission centrale de la magistrature avec Alain Banco, on a vu qu'il a protesté, mais qu'il les a votés, contrairement à ce qu'il dit. C'est dans le procès-verbal qui est là, il le dit. Mais il a protesté, c'est vrai, et la majorité a basculé au 4e.
Et le seul qui est acquitté, il y en a un qui est acquitté, lui, il a voté les 3 peines de mort, et il a même voté pour le 4e, etc. Mais il était défendu par Maurice Garçon, qui habitait Ligugé, si vous vous souvenez, hein, qui est là dans son livre, qui revenait, et qui a défendu les jeunes, les étudiants qui ont tué le docteur Guérin, etc. Et c'est lui qui défendait Bafos, qui a été acquitté, mais qui avait voté. D'autres qui ont voté que 1 ou 2 peines de mort ont été condamnés. Vous voyez, d'avoir un bon avocat, ça peut changer les choses, voilà, quand on connaît le dossier. Et voilà leur dossier quand ils ont été choisis. Ça, c'est annoté par le cabinet de Barthélemy, ces magistrats. Vous voyez, Cotin, jugé à la Seine, très répressif. Vous voyez, voilà, et donc, dans les sections spéciales, c'est pour vous montrer la différence dans les sections spéciales, il y a celles qui ont prononcé des peines de mort, c'est Douai, Toulouse et Nîmes. Mais justement, le problème, à la Libération, on n'a jugé que les magistrats des sections spéciales qui avaient condamné à mort. Mais se posait, j'ai écrit tout un long article avec Alain Banco, mais se posait, c'est la seule fois, le secret du délibéré. Car condamner un avocat général qui a requis la peine de mort, c'est public. Mais condamner des magistrats quand il y en a 3, ceux qui ont voté contre, alors ils sont condamnés aussi. Et le serment. Et si on lève le serment, ça veut dire qu'en se défendant, on condamne les autres. Donc, à la Cour d'appel de Paris, on n'a pas poursuivi Linet, il n'a pas été poursuivi parce qu'on sait, mais les autres, non, ils ont tous refusé de lever le serment. À Nîmes, condamnation collective. Les 3 magistrats ont été condamnés. On pense qu'ils ont voté les 3. À Douai, condamnation après l'ensuite des peines prononcées, aussi pas seule de la peine de mort, mais tout au long de là. Donc il y a eu une condamnation un peu personnalisée. Et puis à Toulouse, c'est les avocats, en fin de compte, qui ont dit il y a eu 3 ils étaient 3 ou 5, 2 condamnés, 1 pas condamné, etc. C'est selon l'opinion du palais. En gros, on sait qui a voté quoi. C'est-à-dire que le secret n'a pas été levé, mais les avocats et les juges savent. Donc à la Libération, Gabold a été condamné à mort. Et puis il y a des situations atypiques. À Lyon, un avocat général qui avait requis la peine de mort dans la section spéciale qui a eu la Francisque, recommandée par Monseigneur Vigier en 1943, quand même 1944 la Francisque. En 1956, il va revenir comme procureur général à Lyon. Vous voyez comme les choses ont changé. Donc vous avez les procès de la Libération, je ne vais pas y revenir, Brasillac, Maurras et les autres. Le procès Pétain, ça j'ai mis l'affiche qui est là, parce que vous avez un parlementaire, c'est Émile Bèche, qui était le maire de Niort. Et donc ça c'est le tract du Parti communiste qui dit, voilà les juges. Je termine dans 2 minutes pour permettre le débat, la discussion. Je peux être plus long, mais je reviendrai. Et voilà, quand même, je voulais insister sur André Mornay. Dans le livre Jugé sous Vichy, j'ai fait 3 pages sur André Mornay pour vous montrer des personnes discutées. André Mornay est très, très connu pendant la guerre de 14, le lieutenant Mornay, car c'est lui qui a requis contre Mata-Hari, contre Bolo Pacha, et vous avez beaucoup de... Et puis, et le juge d'instruction, c'est Bouchardon. Ils se connaissent là. Et puis, ça va être un grand avocat général d'assises pendant les années 20, les années 30, etc. Il va aller à la Cour de cassation, il est à la retraite en 40. Il est à la retraite. Et à la Libération, on va le retrouver, procès de Maréchal Pétain, et lui qui préside la commission centrale d'épuration de la magistrature. Mais en 1940, et ça ressort par les avocats pendant le procès Pétain, on lui dit, mais attendez, et Blum le sait, il était candidat pour être au procès d'Orion. Il a été candidat. Donc le président du procès d'Orion, Caous, qui vient comme témoin, lui dit, mais vous étiez là. Quand même, vous étiez candidat pour ça. Et puis Laval, dans son procès, dit, j'ai trouvé dans les archives du procès Laval, il fait un discours indirect, et puis cette dénaturalisation des Juifs, c'est en juillet 40, les décrets de dénaturalisation, Robert Badinter insiste, tous les Juifs qui étaient dénaturalisés devenaient apatrides, et tout de suite, comme c'était des Juifs étrangers, étaient dans les camps et déportés. Donc décider de la dénaturalisation, c'est préparer la déportation, puisqu'à l'époque, on faisait encore la différence entre les Juifs français et les Juifs étrangers. Donc ça a été un choix. Et Mornay va présider une des 3 sections de la commission de dénaturalisation, de 40 jusqu'à 44. Donc le président de la commission, il y a 3 sections, l'une présidée par un conseiller d'État qui préside, qui va être révoqué à la Libération, et 2 autres par 2 vice-présidents, un membre du Conseil d'État qui ne va pas être révoqué, et Mornay. Et parce que si on révoque l'autre, il faut révoquer aussi Mornay, donc on ne touche pas en disant il y a aussi Mornay.
Donc c'est un vrai problème. Et j'ai mis le livre de Claire Zalck, Les Dénaturalisés. Si vous connaissez, c'est un ouvrage extraordinaire. Elle a analysé des milliers de dossiers parce que ces archives ont disparu. Dans les archives de Mornay sur lesquelles on travaille, on ne retrouve aucune archive sur son rôle dans la commission de dénaturalisation. Donc elle a fait un travail dossier par dossier. C'est vrai, à sa décharge, que les Allemands font une note à un moment donné pour dire c'est dans la section de Mornay qu'il y en a le moins. Mais elle a analysé en faisant des pourcentages, et ce n'est pas vrai du tout qu'il y a le moins de juifs qui sont... il n'y a pas que des juifs qui sont exclus. Donc Mornay, on le retrouve, vous voyez, dans les caricatures. Ça, c'est des caricatures qui sont à la maison d'arrêt de Fresnes, où sont tous les collaborateurs qui sont incarcérés. Et voilà leur vision, Duralex, Sedlex. Et c'est Mornay qui est caricaturé, avec sa barbe. Vous avez l'article 75 qui est là. Vous avez des chansons. C'est accessible gratuitement sur le site de Criminal-Corpus, ce recueil de dessins. Donc voilà le bilan des hautes cours de justice sur les peines exécutées, pas exécutées, parce qu'il faut toujours distinguer les peines par contumace et autres éléments. Je termine là-dessus peut-être sur l'accès à la magistrature des femmes, et c'est grâce aux résistantes. Ne jamais l'oublier qu'en 1946, les femmes accèdent aux droits civiques en 1944, mais elles ne pourront intégrer la magistrature. J'ai expliqué ça sur les 60 ans d'école de la magistrature vendredi dernier, qu'en 1946, il faudra 2 ans. Et c'est grâce aux femmes résistantes qui étaient parlementaires, dont Monique Poinceau-Chapuis, avocate, qui était l'associée de Gaston Defferre, résistante, et qui était une grande femme. Et voilà, je lis ça les magistrats étaient contre l'intégration des femmes dans la magistrature. Et dans ce mémoire que j'ai trouvé aux archives de Paris, d'un magistrat résistant qui fait partie de ceux qui ont pris d'assaut la chancellerie fin 1944, eh bien, les magistrats, au moment du vote de la loi, étaient contre. Et leur assemblée générale, ils commencent à monter une association. J'assistais à la réunion, on fait adopter ce vœu, au cours de laquelle des collègues arriérés criaient « les femmes à la cuisine ». Et quelques jours après, l'Assemblée nationale, donc c'est facile à dater, adopta à l'unanimité l'accession des femmes à tous les magistrats, ce qui symbolise le décalage qui existe entre l'opinion nationale moyenne et celle du corps judiciaire. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, plus du tout. Vous avez 70% des femmes qui rentrent à l'école de la magistrature. Vous avez plus de 60% des femmes magistrates aujourd'hui. Voilà, vous avez sur 7 présidents de chambre à la Cour de cassation, vous avez 3 femmes et 4 hommes. Donc voilà, ça. Et vous avez quelques grands magistrats résistants, dont Charles Dubost, dont quand même un magistrat qui était en poste à Poitiers, Stelfin de Benet, qui a été substitut dans l'équipe d'accusation à Nuremberg, leur rendre hommage. Je sais qu'il y a une salle au tribunal de Poitiers. Je suis allé faire une conférence au tribunal de Niort où il était procureur à la Libération. Et Robert Falco, magistrat juif exclu en 1940, qui est réintégré à la Cour de cassation et qui va être juge à Nuremberg, avec comme juge suppléant du professeur de droit Donnedieu de Vabre, qui lui, en 1941, avait validé, écrit un texte défendant le texte sur les sections spéciales de 1941. Voilà, et qui, lui, a été réintégré. Voilà quelques éléments. Et puis, les autres procès, toute la longue histoire. C'est un livre qu'on a écrit avec Denis Salas sur les procès Barbie, Touvier, Papon. Donc, cette longue histoire, en fin de compte, elle s'est écrite. Et je crois que la justice a joué son rôle. Alors, il n'y a pas eu le procès Bousquet, qui aurait été effectivement le plus important. Mais quand on regarde 1987, Barbie, le procès Touvier, 94, le procès Papon, 98. Je crois que maintenant, l'histoire de la justice sous Vichy est quasiment écrite, documentée, etc. Et en tout cas, c'est un sujet qu'il faut constamment, je crois, remettre en contexte historique, ne jamais sortir un peu des idées reçues, mais que maintenant, grâce au travail des historiens, on a des éléments extrêmement utiles. Et maintenant que les archives sont ouvertes, je crois que ce travail peut être complété. Je vous remercie.